Merci de nous avoir rejoints. Je m'appelle Daniel Métine et ce panel s'intitule « Voix dissidentes, pouvoir des imaginaires artistiques ». J'ai deux auteurs avec nous, l'un d'Ukraine, Yuri Androukovitch, qui va nous parler de son roman le plus récent, Radio Nuit, qui vient d'être traduit en français. Et à côté de lui, Bothayna Al-Essa, qui vient nous parler de son roman The Guardian of Surfaces. Comme il est intitulé au Royaume-Uni, il a un titre différent aux États-Unis. Il a été publié récemment et a été finaliste pour un prix très prestigieux pour une œuvre traduite aux États-Unis. Je suis donc ravie de vous recevoir cet après-midi. Et je vais peut-être commencer par une chose. Il y a beaucoup de parallèles entre ces deux romans qui ont été écrits dans des contextes très différents, mais je vais commencer par vous, Yuri. Et je vais peut-être vous poser une question quant à Radio Nuit. Ce roman est un roman, donc c'est une œuvre de fiction, mais il y a tout un tas d'éléments qui sont assez reconnaissables et qui évoquent l'Europe, et tout particulièrement l'Ukraine. En même temps, vous ne nommez pas les lieux, donc c'est un petit peu ambigu et incertain. Et vous parlez de barricades dans ce roman, ce qui nous ramène au sujet de la Révolution. Ça évoque le Maïdan et les mouvements de protestation d'il y a presque une décennie. Je vais commencer par une question assez simple. Est-ce que vous pouvez nous dire où vous étiez à l'époque, durant les manifestations du Maïdan? Et puis j'ai une deuxième question. Qu'est-ce qui se passe? Que faites-vous de ces expériences par le biais de la fiction? Mais d'abord, dites-nous où vous vous trouviez au moment des manifestations du Maïdan. Eh bien, tout d'abord, merci beaucoup, Daniel. Je suis vraiment navré de ne pas pouvoir parler français. J'aimerais le parler. C'est mon souhait le plus profond, mais malheureusement, je ne le peux pas. Alors, je vais peut-être commencer par un épisode qui s'est produit il y a 2 semaines, alors que j'étais invitée à Buenos Aires. Il s'y passait leur salon du livre, qui est l'un des salons du livre les plus importants en Amérique latine. Or, on m'y a invité pour un entretien avec un journaliste uruguayen. Cette journaliste était clairement une journaliste marxiste. Et donc, la question qu'elle m'a posée, c'était, eh bien, qu'est-ce que le capitalisme a apporté à votre pays, à l'Ukraine? Et ma réponse a été la suivante. Ça nous a amenés à la révolution. J'ai été témoin des deux. J'ai participé aux deux. Il s'agissait de révolutions bourgeoises, avec 2 Maïdan en 2004, des manifestations sociales d'envergure contre des manipulations électorales au cours des élections présidentielles. Et les manifestants, je peux dire, nous avons gagné grâce à ces manifestations. Notre candidat, le candidat de l'opposition, a fini par gagner le dernier tour des élections. Nous avons donc eu un
premier président qui n'émanait pas de la classe gouvernante précédente, mais qui représentait le parti de l'opposition. Et depuis, il est tout à fait normal pour notre pays, pour l'Ukraine, de voir l'opposition gagner chaque élection. Le deuxième Maïdan a été plus dramatique, ça a été un événement même tragique. C'était près de 10 ans après les premières manifestations du Maïdan. Il s'agissait de manifestations sociales des citoyens ukrainiens contre une décision scandaleuse du gouvernement ukrainien, à savoir arrêter l'intégration européenne du pays. Je dirais que le rêve européen a créé la société civile ukrainienne. Le rêve européen, c'est ce qui a créé la classe moyenne en Ukraine. Et la classe moyenne, c'est ce qui a permis de gagner ces deux révolutions du Maïdan. Alors ce deuxième épisode, en hiver 2013-2014, a duré bien plus longtemps. Il a duré 3 mois. Pas simplement 90 jours, mais 90 nuits. Oui, et au milieu de l'hiver. Oui, c'était l'hiver. Il faisait très froid. Les nuits étaient effrayantes. En effet, ce qui se passait de pire intervenait la nuit. Les troupes spéciales de la police s'attaquaient aux barricades, toujours durant la nuit, entre 3 heures du matin et 6 heures du matin. Quand tout le monde ne souhaite qu'une chose, c'est se détendre et dormir, eh bien, ils ont exploité cette possibilité pour s'attaquer à nos barricades. Et mon héros favori dans cette situation-là était une personne plutôt énigmatique, un musicien. Un musicien qui apparaît habillé tout en noir. Ah, donc c'est pas de la fiction. Non, c'est pas de la fiction. Excusez-moi, mais j'ai l'impression d'entendre un écho, dit Daniel. Il y a un écho dans le micro. En effet, dans le roman, il y a quelqu'un qui joue le piano, qui est habillé tout en noir. Oui, effectivement. Et c'est un prototype direct. Cette personne était surnommée l'extrémiste du piano. Si vous allez sur Internet, vous tapez dans Google « piano extrémiste Maïdan 2014 », eh bien, vous pouvez trouver des vidéos de ce musicien qui joue du piano en plein hiver avec des températures de moins 10, voire moins 15. Et il jouait du piano. C'était une des astuces de la Révolution, à savoir faire intervenir la culture autant que possible dans les manifestations. Il fallait que les manifestations soient aussi pacifiques que possible, qu'il n'y ait aucune violence. Et puis, il fallait qu'elles soient émaillées d'événements artistiques, qu'il y ait de la poésie, de la musique. Alors malheureusement, on n'a pas réussi. En effet, l'appareil de l'État était très agressif. Ils ont eu recours à la violence, à de plus en plus de violence. C'était l'escalade de la violence. Moi, j'étais là, j'écoutais cet homme, je faisais partie de la foule qui l'entourait à chacune de ses apparitions. Il disposait de plusieurs pianos.
Et à ce stade-là, je me suis dit, si jamais je survis à cela, ça c'était la première chose. Si je survis à cela, si je continue à vivre et que je continue d'écrire des œuvres de fiction, des romans, eh bien cet extrémiste du piano figurera dans mon prochain livre. J'en ferai l'un de mes héros. Alors en général, je ne prends pas de notes, je n'écris pas de journal, mais pour essayer de garder cela de manière vivace à l'esprit, j'ai noté tout ce que je ressentais. Voilà, j'ai peut-être été un petit peu long, mais j'ai essayé de donner une brève introduction. Oui, vous avez répondu à ma deuxième question. En effet, tout au long du roman, il y a ces évocations puissantes de ce pianiste, du froid, de la violence, les agents de sécurité, les agents de police qui essaient de s'immiscer, qui interviennent, la peur que ressentent les manifestants. C'est très puissant. Et puis, il y a quelque chose de magique. Ce pianiste joue et les manifestations ont l'impression qu'ils sont en sécurité pour autant qu'ils jouent. C'est une espèce de bouclier de chaleur qui les enveloppe et que tout le monde ressent. C'est communiqué très bien par la fiction. Alors, j'en viens à une autre révolution. Ce n'est pas au Koweït, c'est une série de révolutions qui a eu lieu dans le monde arabe avec les printemps arabes. En effet, bien souvent, lorsqu'il y a une révolution, il y a ce qui vient après, la contre-révolution. Or, votre livre porte sur la censure, la différence entre l'avant et l'après. Vous pouvez nous parler de votre expérience au Koweït, mais aussi en tant que libraire, en tant qu'autrice. Comment est-ce que les choses ont changé avec ces mouvements dont l'ambition était de libéraliser les sociétés, de créer des espaces de liberté plus grands, qu'il y ait moins d'oppression? Je vais peut-être en rester là pour l'instant, l'avant et l'après. Eh bien, je dirais que les révolutions des printemps arabes ne portaient pas vraiment sur la liberté. Elles s'attaquaient à la corruption, la pauvreté, la famine, ce genre de problèmes pour l'essentiel. Les masses ayant participé à ces révolutions ne s'intéressaient pas vraiment à la liberté d'expression, aux arts, à la culture. Ce qui les intéressait, c'était d'autres priorités qui sont tout aussi valables. Et j'imagine qu'à ce stade, l'on peut dire que ces mouvements ont échoué, qu'on en a vu les conséquences négatives. Je ne vais pas être spécifique parce que je ne veux pas m'attirer des ennuis, donc je ne vais pas en dire davantage. Mais s'agissant de la censure au Koweït, une nouvelle liste de livres a été rajoutée aux livres déjà bannis. Ce sont des livres qui parlent des régimes, qui parlent des révolutions, qui sont critiques de ces pays, et qui glorifient ce type de mouvement. Bien, donc on a étendu le nombre de sujets qui ne doivent pas être traités dans la fiction. Alors je vais lire une partie de votre livre. Mon grand-père a un jour écrit que l'idée de perdre les livres stockés dans le nuage l'inquiétait plus qu'un incendie potentiel dans la librairie. Elle lui a raconté et elle regardait avec anxiété les étagères comme une mère protectrice. Et il avait raison. Après la Révolution, des centaines de milliers de livres qui avaient été publiés sur Internet ont été perdus à jamais, même si les gens insistent qu'ils existent quelque part dans les nuages. Vous avez parlé de la technologie. Hier, on en a un petit peu parlé.
C'est assez terrifiant de voir que l'on peut faire disparaître des livres, incinérer des livres. C'est un processus physique, ça implique une logistique et ils ont un poids, alors que faire disparaître un nuage, un cloud, ça se fait comme ça. Oui, effectivement, on efface sa mémoire, il faut se réinventer. On ne peut se reposer sur quoi que ce soit qui existait par le passé. C'est assez effrayant. Moi, je me sens plus en sécurité avec un livre physique plutôt qu'un livre numérique. Les gens ont parfois l'impression que c'est l'inverse qui est vrai. Mais même durant les autodafés des nazis, on sait que certains livres ont survécu. Or, on ne peut survivre à l'effacement du cloud. On ne peut pas s'en sortir. Donc, il vaut mieux toujours avoir un support physique. Je vais poser une question ouverte parce que cela concerne la créativité dans un régime de police. Une conversation entre Joseph Brodsky et un érudit, un chercheur, qui estimait que Brodsky avait de la chance parce que pour éviter la censure, les artistes devaient créer des métaphores de plus en plus élaborées pour occulter à la surface ce qu'il y avait en dessous. Et il a dit, vous avez de la chance. Et Brodsky disait, non, mais le chef-d'œuvre, c'est la liberté. Merci, mais sans façon. Alors, en tant qu'artiste et en tant que lecteur, que vous êtes également, quelle est votre expérience de la censure comme une force qui ne mène pas la créativité, mais qui force une réponse créative? Je vais devoir remonter un petit peu dans le passé pour vous répondre. Je peux dire que l'histoire de la littérature ukrainienne vous savez, nous avons une histoire de censure. Nous n'avons jamais eu une liberté totale, surtout pendant l'Empire russe. Ça ne se situait pas au niveau de l'intrigue ou de la signification, mais au niveau de la langue, de l'écriture. En 1863, le ministre russe de l'Éducation nationale, Valuev, a établi une sorte d'ordonnance ou décret ministériel qui interdisait totalement l'utilisation de la langue ukrainienne dans le domaine de la culture, du théâtre, de la littérature, etc. Avec une formule très dure, cette langue n'a jamais existé, cette langue n'existe pas. Cette langue ne sera jamais. Et cela a duré jusqu'à la fin de l'Empire russe, peu ou prou, parce que nous avons eu la première révolution russe qui, en 1905, jusqu'en 1907, une période de relative libéralisme. Et cette interdiction totale de l'utilisation de la langue ukrainienne a été en partie levée. Mais les écrivains ukrainiens n'avaient pas le droit pouvaient publier à l'extérieur du pays. Il y avait à l'ouest une partie aussi du pays où on pouvait imprimer des textes.
Donc, ceux qui vivaient dans la partie russisante partaient dans la partie occidentale du pays pour publier son livre ou monter sa pièce de théâtre. Bon. C'est une longue histoire, mais j'en arrive à ma propre vie. J'ai la chance d'être né en 1960 et non pas 10 ans plus tôt. Parce que certains de mes collègues qui ont 7 ans, 10 ans de plus que moi, qui ont vraiment souffert de cette situation de la censure soviétique. Ils voulaient être indépendants, autonomes, ils voulaient être non-conformistes et publier de la poésie contemporaine, audacieuse, etc. Et ils ont été totalement bloqués par le système. Ils n'ont pas pu publier leur poésie. Et ils ont été persécutés. Même s'ils ne participaient à aucun mouvement politique, le simple fait d'écrire avec des idées indépendantes était perçu, en tout cas, comme une activité politique. L'un de ses amis, ses écrivains, est mort en 1982, à l'âge de 33 ans. Il est mort à l'hôpital des suites d'une maladie. Il n'avait plus de la volonté de vivre. Il était traqué par le KGB. Il était espionné par ses voisins, par des gens qui le suivaient. Il vivait dans un climat de haine qui l'enveloppait totalement. Et voilà, je suis né à peine 10 ans plus tard et j'ai énormément de chance. Au moment où il est mort, j'étais étudiant, je terminais mes études et j'ai publié mon premier texte. S'il avait vécu quelques années de plus, il aurait pu jouir de la liberté d'expression et de publication que nous avons depuis la fin des années 80, début des années 90. Il n'y a pas de date après laquelle il n'y a plus eu de censure du tout, mais les censeurs n'existent plus. Où sont-ils? Ils ont disparu de nos vies. Alors, je suis arrivé avec mon livre de poèmes et mon éditeur a dit « Ah, ils sont formidables, je vais les publier demain. » C'était impensable, ne serait-ce que 2 ou 3 ans auparavant. C'était comme une bombe, mais une bombe qui aurait eu des retombées positives. C'était une révolution, dans un certain sens, et je pense que c'était le début de la littérature ukrainienne contemporaine, l'année 1990. C'est parce que c'était la première fois dans la longue histoire de l'Ukraine que le pays vivait sans censure aucune. Bothena? Oui, j'étais en train de réfléchir à votre question et j'ai eu plein d'idées. La première, c'est le personnage dans le livre 1984 de George Orwell qui travaille au ministère de la Vérité et son collègue était responsable de retirer des mots du dictionnaire, toujours plus de mots. C'était ainsi que le régime
limiter la pensée même de ces citoyens. J'étais en train de penser à cela. Et ensuite, j'ai eu une idée contraire qui concerne le cinéma iranien. La censure est très stricte. Les personnages ne peuvent pas se toucher. La femme doit toujours porter le hijab. Il y a énormément de tabous et quand bien même Baski Rastoumi, Farhadi, ces autres metteurs en scène, en fait, on devient de meilleurs metteurs en scène. Même Jafar Fassi, celui qui a fait un film de l'arrière d'un taxi. Oui, tout à fait. Ils sont nombreux. Bon, ils peuvent essayer de limiter votre pensée en restreignant le nombre de mots auxquels vous avez accès, mais parfois cela incite à la créativité aussi. Et nous avons beaucoup d'autres outils, des symboles, des métaphores. Nous pouvons jouer d'eux, en quelque sorte. Ça devient une sorte de jeu. J'en ai parlé hier, c'est exactement mon idée. J'ai écrit un livre sur la censure qui n'arrive pas à interdire certains livres parce qu'ils sont tellement propres à la surface. Donc, c'est une manière de lutter contre la censure en étant encore plus créatif. Je dirais plus sophistiqué, mais pas créatif, mais bon, peut-être. Mon premier recueil de poèmes était chez l'éditeur. À l'époque où il y avait encore la censure, c'était au milieu des années 80, en 85. J'ai reçu un message de mon éditeur qui disait « Tu vas devoir changer vos poèmes, changer quelques mots, quelques lignes, parce que nous allons devoir aller voir les censeurs ensemble et ils ne vont pas accepter la publication de ces poèmes parce que tu utilises trop de diables, tu as trop de diables et trop d'anges. » Mais très bien, c'était équilibré entre les diables et les anges. Mais l'éditeur comprenait parce qu'il était poète, mais il m'a dit, nous sommes ensemble, nous faisons la même chose, le même travail, mais il va falloir duper le censeur, il va falloir le faire en changeant les mots. Vous connaissez la tradition soufie, la tradition orientale. Les poèmes soufis tournent autour de Dieu, mais on n'utilise jamais le mot Dieu. Leila, c'est souvent une femme. Ou ils utilisent le mot vin, soit Leila, soit le vin. Alors, il m'a dit, il faut changer les diables, les anges, il faut les remplacer par autre chose. Alors, je l'ai fait et c'était amusant. J'ai remplacé ange par oiseau de lumière, quelque chose comme cela. Je ne me souviens pas exactement par quoi j'ai remplacé les diables. Ça, c'était un terrain glissant. Mais j'ai eu la possibilité de republier ces mêmes poèmes récemment.
J'ai publié un recueil avec un choix de mes poèmes cette année. Et à cette occasion, j'ai relu ces poèmes plus anciens et j'ai essayé de rétablir les libellés, les formulations que j'avais utilisées à l'origine. Et dans cette deuxième version, j'estime avoir été plus créatif. Mais, je cherche le mot. Ces poèmes étaient plus authentiques que la première fois, dans la première version. J'avais 21 ans, je crois, quand je les ai écrits. Donc, j'ai pu revisiter cette partie de ma jeunesse. Pour parler de métaphores subtiles, l'une des grandes lignes de l'intrigue, c'est Joseph qui est DJ. C'est une métaphore de l'écriture, n'est-ce pas? Vous transmettez, mais vous ne voyez pas ce qui se passe de l'autre côté et qui reçoit le message. C'est ainsi, avec la littérature, le message est transmis. Parfois, vous avez un écho, un retour, parfois non, mais les graines sont semées et peuvent germer. Ce qui m'amène à la question suivante. Je voudrais la poser à tous les deux parce que c'est un élément important de votre œuvre, surtout vous qui êtes libraire. Je veux parler de la communauté et les liens que peuvent engendrer la littérature. Dans votre livre, dès la première phrase, vous invoquez Kafka, Orwell et bien d'autres. Le livre est un peu une conversation en creux avec ces autres auteurs et même le nom de votre personnage, Joseph Brodsky, au lieu de Joseph Brodsky, et Robert Walser et sa promenade qui apparaît à plusieurs reprises. Michel Nieva a dit en ouverture du festival quelque chose comme au cœur de la dystopie bat une utopie. Dans cet appareil qui écrase la communication, l'écriture apparaît comme une utopie qui permet la reliance. C'est un thème, je crois, dans votre œuvre, mais en tant qu'écrivain et lecteur, j'aimerais savoir ce que vous pensez de la communauté. En tant que libraire, j'ai toujours voulu créer cette communauté. Cette communauté qui va peut-être permettre d'assurer la pérennité de la librairie, parce que ce n'est pas un commerce facile. J'étais lectrice solitaire au départ. J'étais la seule enfant de ma famille qui aimait lire ou qui aimait les livres que mes parents ne m'ont jamais pris au sérieux. J'ai écrit mon premier roman en secret. Et lorsque l'éditeur m'a contacté pour dire qu'il voulait le publier, mes parents ont été choqués car ils ne savaient pas que j'écrivais. Donc, c'était très solitaire jusqu'à ce que j'ouvre la librairie. Donc, c'est un parcours et une idée très personnelle pour moi. Il est important de créer un espace où l'on peut avoir des discussions en toute sécurité et où on peut discuter en toute sécurité. Et cela devient de plus en plus important à mesure que le monde tombe dans la folie. Il y a une dame qui est venue me voir hier quand je signais mon livre. Elle m'a... Oui, bonjour. Elle m'a rappelé la ligne de 1984, le roman de George Orwell.
il faut rester sain d'esprit parce qu'on peut perdre sa sanité, on peut perdre la tête avec toutes ces violences. Donc, mon activité de libraire, mon écriture, mes voyages, tout est lié. Dans tout ce que je fais, j'essaie de créer une communauté et appartenir à cette communauté où nous sommes en sécurité, où nos discussions sont en sécurité. On peut écouter, on peut être écouté et on peut entrer en lien les uns avec les autres. Et je crois que c'est la finalité d'une librairie. Ce n'est pas de vendre des livres, mais c'est de permettre aux gens de se réunir, de se retrouver, de donner une voix aux uns et aux autres, de permettre ces échanges entre les textes, les expériences personnelles, etc. Et cela explique un petit peu le cheminement par lequel je suis passée pour écrire le livre. Parce que je m'appuie sur Alice au Pays des Merveilles, entre autres textes. Et Zorba également, Zorba le grec. Et tous ces livres sont en résonance, sont en dialogue l'un avec les autres et sont en même temps un fil qui traverse le roman. Je voulais et explique d'ailleurs l'évolution de ce lecteur, l'évolution qu'il entame lorsqu'il commence à lire. Moi, j'aime bien les événements tels que celui-ci. Et en fait, j'en ai souvent fait l'expérience. Je fais partie d'un groupe de poètes que nous avons fondé au militant des années 80. Ce groupe s'appelle Boubabou, qui est une abréviation, burlesque, balagan et boufonada en ukrainien. Donc burlesque, bon, c'est burlesque, balagan, c'est un chapiteau de cirque ou de théâtre, et bouffonnade, eh bien, c'est une bouffonnade. Une bouffonnerie. Donc on essaie de donner vie à des performances sur scène à partir de nos poèmes. Nos poèmes n'étaient pas improvisés, ils étaient prêts, finalisés et devaient être mis en performance par le biais de dialogues. C'était une sorte de théâtre. Alors, par ce moyen, j'ai souvent eu l'occasion de rencontrer mes lecteurs et nos spectateurs. Et en Ukraine, les gens ont l'habitude d'écouter les auteurs lire leurs propres textes. C'est la raison pour laquelle nos poètes connaissent beaucoup de leurs poèmes par cœur. Ils n'ont plus besoin de les avoir en version papier, ni même sur smartphone. Et à la fin des années 80, une nouvelle communauté étudiante est née en Ukraine. Et il se trouve que cette communauté constituait 95% de notre public. C'était donc un public plutôt jeune, des jeunes qui nous suivaient d'une ville à l'autre parce que l'on se déplaçait beaucoup, tout d'abord à l'intérieur du territoire ukrainien et puis
un petit peu à l'étranger. Ensuite, on a fait notre comeback dans les années 2000. On est revenu sur le devant de la scène et on s'est rendu compte à ce moment-là que notre public était le même. C'était à nouveau des étudiants, des jeunes. Notre premier public était probablement les parents de ce deuxième public. C'était une situation un petit peu particulière, car la plupart des lecteurs en Ukraine sont des jeunes. Les gens lisent lorsqu'ils ont entre 20 et 30 ans. C'est donc toujours plutôt bien d'être un auteur en Ukraine, car on a l'occasion de rencontrer tout un tas de jeunes au cours de conférences comme celle-ci. Merci. Je pense qu'on a le temps de prendre quelques questions du public. J'imagine qu'il y en aura. Merci beaucoup pour cette séance. J'aurais une question à vous poser. Vous avez établi un lien entre créativité et censure. Et je me demandais ce que vous pensez des États-Unis. Comment les choses vont évaluer sur le front de la créativité, puisqu'il semblerait que certains mots soient désormais interdits. Alors moi, je n'ai pas mentionné les États-Unis. Je le ferai volontiers, mais je le ferai de manière très négative. Je crois que dans les années 60, l'auteur Philip Roth a dit à propos de la société américaine, mais il comparait les États-Unis à l'Europe de l'Est et il disait aux États-Unis, tout va et rien n'importe, alors qu'en Europe de l'Est, tout est important, mais rien ne va. Or, j'ai l'impression que les choses évoluent, les choses changent. Aux États-Unis, les choses commencent à importer. Non, mais je pense que la question s'adressait à vous, Bothaina. Bien, c'est une question très politique. Lorsque je lis la une des journaux et les grands titres, le Times, ce genre de magazine, je vois que les mots utilisés pour parler de la Palestine sont très dilués. Des fois, on n'a pas besoin de censurer quoi que ce soit. Il suffit de discréditer la source. Mettons que vous disiez, je ne sais pas, 500 personnes sont morts. Ils ne sont jamais tués. Ils sont morts dans le bombardement de l'hôpital dit le Hamas. Ils donnent toujours l'information de sorte à jeter le discrédit sur la source. Mais moi, en tant qu'Arabe, je sais que 500 personnes sont mortes. Ça, c'est une autre forme de censure. On dilue les choses, on les embellit, on les exprime de manière à rendre le lectorat moins sympathique. Et je dirais que les médias bien établis fait de nous des êtres qui sont moins humains. On devient plus sceptique, on a moins d'empathie. On sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On sait que c'est pas bien. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails des manifestations sur les campus qui sont réprimés, les gens qui sont interpellés, tous les gens que je connais qui risquent d'être expulsés du territoire. Mais ce qui est important, c'est de faire le lien entre ce qui arrive au livre, parce que, in fine, on est une petite niche de la population humaine. On est des lecteurs, on est des auteurs, on aime les livres, mais le censorat est bien plus vaste que cela. Et des fois, ça induit en erreur.
Le diable a tendance à nier sa propre existence. On peut cacher le fait que c'est de la censure. Moi, j'ai fait l'objet de censure à l'ouest, à l'est. De toute évidence, je viens de l'Est, du Moyen-Orient. Les choses sont bien plus claires. Je vois cette censure et je peux plus facilement la combattre. Dans l'Occident, on me dit « Ah, tu n'es pas politiquement correct ». Eh bien, c'est une manière très polie et très courtoise de censurer les gens. On édulcore les faits en disant ah, « Vous n'êtes pas politiquement correct ». Et il faut faire attention à ces deux formes de censure. La censure, le type de censure plus trompeuse est bien plus dangereuse. Le politiquement correct n'est-il pas une forme de censure contemporaine? Moi, je pense que si. Je pense que ça l'est. J'ai eu une conversation très intéressante un jour avec Alberto Manguel, qui m'a dit, tu sais, nous, les fans de livres et les censeurs, on est d'accord sur une chose. Les livres, ça doit être offensant. La littérature doit être offensante. Et on s'est mis d'accord sur le fait que la littérature, oui, c'est offensant. Eux pensent que parce que c'est offensant, il faut l'interdire, alors que nous, on se dit qu'on a besoin de sortir les gens de leur zone de confort pour avoir des conversations très franches. Et pour y arriver, c'est par les mots d'autres personnes. Eh bien, il me semble que George Bernard Shaw disait que la clé du succès d'un auteur, c'est d'offenser autant de personnes qu'on le peut. Bonjour, merci pour tout ce que vous dites. Je voulais vous poser la question de la musique dans votre vie. Je viens du Moldova. J'ai entendu parler de musiciens qui se sont impliqués activement dans les manifestations, dans les protestations. Dans votre biographie, il est dit que vous êtes musicien. Donc moi, j'aimerais en savoir plus. À quel point est-ce que la musique influence votre écriture? Eh bien, tout d'abord, je dois peut-être préciser cette définition. Je peux bien évidemment chanter. Tous les Ukrainiens peuvent chanter. Mais je dirais que je suis plutôt un poète qui fait de la musique avec des musiciens. Et ensuite, on joue certains de mes poèmes et des extraits de ma prose que l'on met en musique. Alors oui, Slava Karchuk, le leader de Okean Elze, le groupe, est quelqu'un de très important dans la musique rock ukrainienne contemporaine. Il a participé très activement au second Maïdan. Après le début de l'invasion russe en 2022, il a fait tout un tas de choses. Je crois que 3 ou 4 semaines après le début de la guerre, il a fait un concert très émouvant avec son groupe dans une station de métro à Kiev, devant un public énorme. C'était une très bonne idée. Et depuis, en Ukraine, on organise ce genre d'événements culturels, des concerts dans les villes où il y a des métros. Bien, on organise des concerts dans les stations de métro. Cela fait partie de la culture musicienne contemporaine que de jouer sous terre. Maintenant, en ce qui concerne mon roman, ce que j'essaie de faire, c'est de conjuguer
texte et son. Et j'ai trouvé la possibilité de le faire par le biais du personnage de Joseph Brodsky, qui est pianiste. Il jouait du clavier dans un groupe avant cela, puis a joué durant la Révolution. Alors, le lecteur le rencontre à un moment où il ne peut plus jouer. Il a été torturé. Ses doigts ont été complètement détruits et il n'arrive plus à jouer comme il le souhaiterait. Or, la seule chose qu'il peut faire à ce stade, c'est être DJ à la radio. Il peut écouter de la musique, la sélectionner, établir des anthologies de musique et en faire des émissions nocturnes qui sont diffusées pour que les autres les écoutent. Et c'est la seule manière pour lui de continuer à exister dans le monde de la musique. Si vous achetez ce roman, j'essaie d'en faire la publicité à ce stade, vous y trouverez un code QR qui vous donne accès à une playlist, à la playlist contenue dans ce roman. En effet, il passe beaucoup de morceaux de musique et donc, en achetant ce simple livre, vous obtenez deux choses, un roman et une playlist musicale. Je crois qu'on a encore le temps de prendre une dernière question. S'il y en a, bien sûr. Peut-être au deuxième rang, il y avait une question? J'ai lu votre livre avec beaucoup d'intérêt. Pouvez-vous dire quelques mots sur votre expérience en Suisse? En effet, il y a une description très ironique, très drôle de certaines spécificités du système pénitentiaire, politique, médical suisse. Entre autres spécificités de ce petit pays qui était assez idyllique à l'époque et qui devient plutôt normal. Donc si vous aviez quelques mots à dire à ce sujet, ce serait super. Merci beaucoup. Alors, c'est peut-être pas l'endroit pour parler de cette partie de mon livre. En effet, mon expérience suisse se limite à la partie germanophone de la Suisse. C'était en 2011, j'ai passé 9 mois en Suisse, dont 6 à Zug. Et j'ai presque eu l'occasion de visiter la prison là-bas. J'avais un vieux rêve qui était de me rendre à l'intérieur d'une prison suisse pour voir ce à quoi cela pouvait ressembler. J'étais en contact avec le directeur de la prison de Zug. Il m'a invité à 2 réunions différentes, une avec des détenus, l'autre avec le personnel pénitentiaire. Mais ces 2 réunions ont malheureusement dû être annulées à la dernière minute en raison d'un incident impliquant 2 prisonniers qui s'étaient évadés. Alors j'espère que ce n'est pas ma venue qui les a effrayés et qui les a poussés à annuler la rencontre. Le premier était de Serbie, le deuxième de Macédoine. Donc ce sujet m'a toujours attiré. Et je me suis dit que Joseph Brodsky devrait faire cette expérience à ma place.
Oui, effectivement, il y a tout un tas de clubs et d'activités qu'on n'imaginerait pas forcément dans des établissements pénitentiaires ailleurs au monde. Et c'est assez marrant de voir le contraste entre notre partie du monde et d'autres systèmes carcéraux qui existent ailleurs dans le monde. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous, le public, de nous avoir rejoints dans le cadre de tout le festival et particulièrement pour cette séance. Et je pense qu'on peut tous remercier nos deux auteurs